En fait, en 2 mots, moi j'ai passé 20 ans à Canal+, et quand Bolloré a commencé à nous censurer, bon, je suis sorti, et Yanis, il avait aussi une expérience en télévision. Et on a été des déçus de la télévision, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas vraiment travailler. Donc on a créé ce truc-là, et tout simplement, on a fait un appel à la population pour qu'elle apporte son petit financement, et on a levé de l'argent qui a permis de financer tous ces films. Donc en fait, on est en train de contourner le système. Vas-y, sur ton expérience à la télé, toi. Oui, moi j'ai travaillé notamment pour Arte, et voilà, j'ai eu un sujet télé qui a été censuré par Arte, un sujet sur les violences policières. Et voilà, en fait, on se rend compte que même dans les chaînes du service public, on n'a pas les mains, on n'est pas totalement libre, quoi. On a un peu les mains liées, et on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire. Il y a des enjeux, il y a de l'autocensure, il y a de la censure tout court. C'est très compliqué. Du coup, aujourd'hui, le seul moyen, c'est vraiment, en tout cas, si on veut vraiment faire ce métier, et on a la conviction profonde que le journalisme peut changer les choses et améliorer, avoir un vrai impact dans notre société, il faut le faire de manière indépendante, en fait. Tout simplement. Sinon, c'est très compliqué. Il y a des petites applications aujourd'hui modernes qui permettent assez facilement à des citoyens en fait, de faire un petit don de quelques euros. Et ça, c'est voilà, la modernité d'Internet et qui fait que nous, on a pu lever en 3 mois de quoi financer 8 documentaires comme ça. Donc c'est incroyable. Hein. Ça c'est le début. Après, là maintenant, on va réfléchir à la suite, comment monter un modèle financier pour construire un vrai média qui soit important. Moi, je dis toujours, on va essayer de créer un petit site, et Yannis, il dit non, un grand site. L'idée, c'est un peu de partir sur le modèle, je ne sais pas si vous connaissez aux États-Unis, The Intercept. En gros, mais voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais sauf que eux, si je ne dis pas de bêtises, c'est ouvert à tout le monde, mais parce qu'ils ont un gros donateur, en fait, un riche milliardaire, le fondateur d'eBay qui leur donne beaucoup d'argent. Et lui, il est gentil. Voilà, mais le modèle économique peut-être plus tard sera plutôt basé sur celui de Mediapart avec donc un abonnement, avec des contenus bien sûr qui seront en accès libre, mais il y aura la plupart qui sera quand même derrière, parce que sinon c'est pas possible, il n'y a pas de... On ne peut pas à chaque fois demander aux gens donnez-nous de l'argent, les mendier comme font par exemple des médias tels que Le Média ou même Blast. Au bout d'un moment, voilà, ça s'essouffle, quoi. Donc c'est très compliqué. Et Mediapart, aujourd'hui, par exemple, eux, à travers l'abonnement, ils ont plus de 200 000 abonnés, donc ils ont un modèle économique qui est viable et qui fonctionne, quoi. C'est un peu ça l'idée. Concernant la liberté de la presse, quelle est la différence concrète entre un modèle à l'algérienne où le journaliste il va être, on va dire, terrorisé par les forces de l'ordre, et un modèle français où le journaliste il va être terrorisé par la doxa, par la bien-pensance. Au final, c'est pas la même chose? C'est un peu différent parce que quand même, si on fait vraiment la comparaison, en France, bon, même si bien sûr il y a le système qui peut vous écraser, vous pouvez connaître des censures, il y a des enjeux économiques, etc. qui font que vous n'allez pas être totalement libre, mais il y a toujours les moyens, il y a toujours un moyen de faire. La preuve, JP a fondé Off Investigation, et donc on a les moyens, si on veut, on peut le faire. Alors qu'en Algérie, c'est très compliqué, parce qu'en Algérie, vous l'avez dit, voilà, il y a la police, il y a le pouvoir qui va vous empêcher, mais ils vont vraiment vous empêcher. S'ils ne veulent pas, demain, que votre site fonctionne, votre site ne fonctionnera pas. Donc, s'ils veulent vous envoyer en prison, ils vous envoient en prison. En France, on a quand même la possibilité, derrière tout ça, de se battre vraiment et de pouvoir faire de l'information indépendante. En Algérie, c'est très compliqué. Moi, je dirais ce qui est pareil, c'est que dans les deux cas, tu ne peux pas diffuser ce que tu veux. Mais la différence, c'est qu'en Algérie, si tu le fais quand même, tu peux te faire enlever, ou c'est quand même très dangereux physiquement. Ouais, c'est ça. Alors qu'en France, tu as le droit. Tu vas pas te prendre... Normalement, on ne se prend pas encore des balles dans la tête en France. Pour l'instant, c'est bon encore un petit peu. D'autres réactions? Vous allez le faire sur plusieurs candidats ou uniquement c'était basé uniquement sur Macron? En fait, on a fait le bilan du quinquennat. Donc en fait, on dit ça fait 5 ans qu'il est président, on va regarder qu'est-ce qu'il a fait. Normalement, les grandes télévisions devraient faire ce travail. C'est-à-dire, tu prends par exemple, je sais pas, les Gilets jaunes, sur plein de sujets, tu peux regarder son bilan comme tu ferais pour un autre président, c'est pas contre lui. Hein. Mais comme aucune chaîne a voulu le prendre et aucune chaîne ne le fait, on s'est dit on va faire sur lui. Mais demain, par exemple, si c'est un autre, on fera sur un autre. Ou même sur d'autres sujets. Mais sur le petit modèle économique qui est difficile à créer pour un média indépendant, moi j'ai quand même un petit espoir, parce que je ne sais pas comment c'est pour vous, mais je pense qu'il y a une colère dans la population dans ce pays contre les grands médias. Parce que comme ils appartiennent à que des milliardaires qui sont copains avec Macron, en gros, souvent c'est de la propagande, quoi. Mais le problème, c'est que moi je pense que sur les 65 millions de personnes qui vivent dans ce pays, les gens ils s'en aperçoivent qu'il y a un problème avec les journaux télévisés, les journaux, tu vois. Ils voient bien qu'il y a un problème. Donc, les gens sont en colère. Quand ils voient la révolte des Gilets jaunes, comment les télés les ont traités de casseurs et tout, je pense que, bon, voilà, il y a un problème. Il y a un problème, mais ça va s'aggraver de toute façon. Il y a Bolloré qui pousse Zemmour avec son discours raciste et tout. Donc les gens, ils voient bien qu'il y a un problème. Donc je pense que la colère, elle est forte. Et le seul avantage qu'on a dans ce pays, c'est qu'on est 65 millions. C'est-à-dire si en vérité on prend tous le pouvoir,
même si chacun donne 1 euro, on va tout faire casser. Quoi. C'est ça, On a et les puis, pouvoirs. puis ça s'empire. Voilà, TF1 et M6 qui vont fusionner. Les chaînes continuent d'appartenir. Là, c'est Drake qui va racheter 2 autres chaînes qui appartenaient à TF1. Macron qui dit que s'il est réélu. Il faut savoir qu'il y a 3 candidats quand même en liste qui veulent supprimer la redevance télé. Donc en fait, ils veulent Tuer France Télévisions. Voilà, ils veulent tuer France Télévisions. Macron, s'il est réélu, lui, il dit qu'il supprime la redevance télé, mais qu'il va quand même leur donner de l'argent. Donc en fait, il va vraiment tenir France Télé pour le coup. Là, le pouvoir va vraiment le tenir. Alors qu'avant, ils avaient quand même de la marge. Déjà, ils les tiennent un peu, mais ils avaient quand même de la marge parce qu'ils savaient qu'ils avaient tel budget qui rentrait dans la chaîne de télévision grâce à la redevance. Demain, c'est l'État qui va vraiment décider à 100% de leur budget. Donc ça va être très compliqué aujourd'hui pour les journalistes. Il va les tenir en laisse. L'exemple que Yanis a subi sur Arte, il travaillait pour tous les internets, une petite émission d'Arte qui était sur le web. Et on lui a dit, tu peux faire des portraits de révoltés dans le monde. Alors il a fait des révoltés au Maroc, des révoltés en Algérie, ça passe. Ouais. En France. Après, Après, partout dans le monde. révolte des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une médecin en Seine-Saint-Denis. Non, pas la révolte des Gilets jaunes. En fait, il y a le Covid, il y a la crise du Covid, il y a la gestion du Covid par l'État français, et je fais une médecin urgentiste qui est révoltée contre la crise Covid et qui en peut plus, quoi, qui dit on n'arrive pas à travailler, on n'a pas de masque, on a des sacs poubelles. Il faut savoir que c'est le sujet qui a cartonné sur Arte. En un jour, on a fait, en une journée, en 24 heures, on a fait plus de 3 millions de vues sur les réseaux. Voilà. Il faut comprendre en fait que ces chaînes-là, une chaîne comme Arte, ne veut pas que ça fasse autant de vues, ne veut pas déranger en fait. Et donc après, il y a eu des pressions de la chaîne en me disant qu'est-ce que vous nous avez foutu avec cette nana, c'est quoi ce délire, etc. En fait, quand tu avais des révoltés à l'étranger, c'est bien, mais il ne faut pas montrer les révoltés en France. Donc Sabrina Benali, cette médecin, elle dit je travaille, j'ai pas de masque, je vais me faire contaminer, le gouvernement ne fait pas son travail, et elle crie très fort. Elle crie très fort, puis on lui a donné une GoPro, c'est-à-dire on montre vraiment qu'elle s'est filmée au travail, et on voit que les médecins, en fait, ils n'ont pas les moyens de gérer cette crise. Ils n'ont même pas une blouse pour se protéger. Ils donc se font elle tousser crie. dessus pendant le Covid, etc. Voilà. Elle gueule et Arte gueule après derrière son nous en nous disant Attends, au début, Artem, j'étais hyper content parce que son truc il cartonne. Oui. Et après, on ne sait pas ce qu'il y a eu. Il y a eu des coups de fil politiques. On pense des macronistes qui ont fait des pressions sur Arte. Et tout d'un coup, c'est devenu. T'as oublié de dire qu'il y a 8 ans, elle était sur une non, liste. c'est aussi parce que, la France en Insoumise. fait, Bruno Patino, qui à l'époque dirigeait, si je ne dis pas de bêtises, le service numérique, était en liste pour diriger la chaîne, d'accord. Et Arte, comme c'est une chaîne qui appartient au service public, même si ce n'est pas le président qui décide qui va diriger la chaîne, voilà, l'État a quand même son mot à dire. Et donc, il a eu très peur pour sa place, pour sa carrière. Voilà, il a eu très peur pour sa carrière. Il a eu peur qu'à cause de ce sujet, il n'allait pas être le dirigeant de la chaîne d'Arte. Et derrière, en fait, j'ai fait un autre sujet qu'Arte a acheté. Hein. C'est-à-dire que, savoir, quand on propose un sujet à une chaîne, on écrit ce qu'on appelle un pitch, on leur envoie, ils l'acceptent si vous l'achetez ou ils ne l'achètent pas. Donc, j'ai proposé un sujet sur une nana qui s'appelle Amel Bentounsi, qui avait créé une application, en fait, qui permettait de filmer les violences policières. Et en fait, grâce à cette application, les vidéos, elles sont tout de suite envoyées sur un serveur. C'est-à-dire que si le policier vient, vous casse votre téléphone, c'est pas grave, vous ne perdez pas la vidéo, elle est envoyée au serveur, et l'application, la vidéo, elle est datée, et à l'heure, etc. Donc c'était vraiment une preuve très importante. Et elle a fait ça parce que son frère était mort. Voilà, son frère a été tué d'une balle dans le dos. En fait, il y a quelques années, le policier a eu 5 ans, a écopé de 5 ans d'emprisonnement avec sursis. Voilà. Et du coup, j'ai fait un sujet là-dessus que j'ai lié, donc en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais pendant le Covid, il y avait eu pas mal de problèmes en fait avec des policiers qui se permettaient de frapper des gens qui n'avaient pas d'attestation, sans prendre violemment à des gens. J'ai recoupé, je sais pas, je vais dire, Personnes âgées. voilà, les personnes âgées, toutes les personnes qui n'avaient pas d'attestation, surtout en banlieue. Et donc j'ai recoupé une quinzaine de vidéos où je montrais que voilà, grâce à l'application peut-être d'Amal Bentounsi, cela va changer parce que la vidéo a un pouvoir important. On ne s'en rend pas compte, mais la vidéo c'est très important dans le cas des violences policières. L'affaire Michel Zecler, sans la vidéo, elle n'existe pas. Et il est en prison peut-être même. Et souvent, c'est des vidéos faites par les gens avec leur téléphone. Voilà, c'est pas les ça. journalistes. Non, bah oui, c'est ça, c'est des vidéos faites avec les. Et du coup, donc je fais ce sujet et Arte, en fait, nous l'a censuré, il l'a jamais diffusé. Voilà. C'était trop dérangeant pour Macron de parler des violences policières. Donc le sujet n'est pas passé. Et après, le fameux Patino qui voulait devenir le grand patron de la chaîne, en juin, il devient le grand patron de la chaîne et il arrête l'émission. Voilà. Il faut savoir truc qui t'a dégoûté, quoi. Non, mais il faut savoir que moi, en fait, on est venu me chercher pour travailler sur cette émission et on m'a bien dit, écoute, il y a un problème avec cette émission, elle ne fonctionne pas et les journalistes qu'on a sont trop mous, sont pas assez rentre dedans, quoi. Donc en fait, moi, quand je suis arrivé, j'ai fait la lettre et j'ai fait des T'as fait les révoltés. J'ai fait les révoltés, quoi, des vrais gens en colère. Et en fait, il faut savoir qu'on a fait les meilleurs scores on a fait les meilleurs scores de l'émission sur une année, quoi. Ils n'avaient jamais fait des scores pareils. Ils ont fait un carton, mais ça dérangeait Macron, ils ont supprimé l'émission. Alors qu'on est venu me chercher à la base parce qu'on m'a dit l'émission marche pas, faut qu'elle fonctionne. Mais c'était hallucinant. Par exemple, Sabrina Ali Ben Ali, par exemple, on m'a reproché de ne pas avoir dit qu'en 2017 elle était suppléante sur une liste de la France Insoumise aux élections législatives. Le truc qui avait rien à voir. Hein. Elle parlait en tant que médecin, mais c'est pas fini. Écoutez, parce qu'après, Arte nous demande de faire Caroline Deas. Moi, je l'adore, hein, Caroline Deas, j'ai aucun problème avec elle. Hein.
Mais Caroline Deas, elle est peut-être moins dérangeante, mais il faut savoir qu'ils m'ont jamais demandé de préciser que Caroline Deas, en 2017, elle n'était pas suppléante. Elle s'est présentée aux élections législatives, d'accord, sous le PS ou ELLV, je ne sais plus, et qu'après elle a été ELLV, et après elle a été directrice de campagne de Cécile Duflot. Non, en 2017, elle se présente, c'est plusieurs étiquettes de gauche, c'est divers gauche. Elle est soutenue par toute la gauche, sauf la France Insoumise. Et elle a été directrice de campagne de Cécile Duflot, et elle a aussi présidé, elle a été une membre active en fait, des écologistes à l'époque, et ça, ils ne m'ont jamais demandé. Et en fait, quand il y a Sabrina qui a explosé, ils sont venus me reprocher, ils m'ont dit, vous avez fait une erreur, c'est de ne pas avoir précisé, c'est pas, journalistiquement, c'est pas top, et tout, alors que je leur disais, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Mais Sabrina Ali Ben Ali, elle avait été victime d'une campagne de dénigrement folle de la part de Martin Hirsch et de Patrick Cohen, qui avaient dit qu'elle n'était pas interne alors qu'elle avait sa fiche de paye d'interne urgentiste. Elle a vraiment beaucoup dérangé le pouvoir. Et ce qu'a vécu Yanis, ça montre que même Arte, qui a une bonne image et tout, en fait, il y a la peur des politiques, donc ils contrôlent, ils censurent. Donc les journalistes de sa génération, la plupart, s'ils essaient de travailler à la télé, ils se heurtent à la censure. Ou alors c'est qu'ils font pas le boulot. Parce qu'il y en a, ils disent « Ah non, mais moi j'ai jamais été censuré à la télé. Si tu fais que des reportages sur l'élevage des fleurs, tu n'auras pas de problème. » Moi, j'ai toujours à mes copains, si tu n'as pas connu la censure à la télévision, si tu n'as pas connu un de tes reportages qui était censuré, voilà, c'est que tu ne travailles pas bien, c'est pas possible. Donc, on est d'accord qu'il n'y a pas d'avenir pour le journalisme? Alors, il y a un avenir, si, il y a un avenir, mais un avenir qui va se faire de manière indépendante. L'avenir aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que le problème, c'est que la plupart, en tout cas, moi je parle de la télé, la presse écrite, je n'ai pas d'expérience dedans, donc je ne présume de rien, je parle de la télé. Le problème de la télévision, c'est quoi? C'est que, comme on le sait, c'est que la plupart aujourd'hui des chaînes de télé sont détenues par des milliardaires. Vous voyez bien, Canal+ aujourd'hui, c'est une rampe de lancement pour l'extrême droite. Ils décident, les gens disent que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas d'influence, qu'ils ne sont pas là à appeler tous les... Bien sûr qu'ils n'appellent pas tous les jours les journalistes, mais il y a une ligne directrice qui est donnée, et on leur dit sur quoi aller travailler, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, si vous n'êtes pas dans cette ligne directrice-là, si vous voulez faire vraiment votre travail, ben oui, il n'y a pas d'avenir, mais l'avenir, il va se construire de manière indépendante à travers le financement des citoyens, comme l'a fait par exemple Mediapart, comme le fait par exemple Blast. Il y a plein de médias qui arrivent à se construire autour de ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas dépendre à la fois du gouvernement et à la fois des milliardaires pour faire notre travail, sinon c'est pas possible, ça ne marche pas. Oui. Est-ce que vous avez reçu énormément de pression par rapport à tous les épisodes que vous avez sortis sur... Des pressions, non, mais après... Pour l'instant, la stratégie de Macron, c'est différent. Il nous invisibilise. Ça veut dire, comme il n'y a aucun journaliste important qui nous cite ou quoi, Macron, il fait style, il l'a pas vu. Moi, je pense qu'il a vu parce que mon fils, il a un copain, il est en stage au service de presse de l'Élysée. Et le gamin, il y a 6 mois, il lui a dit, dans une réunion, ils ont évoqué votre série, là. Ils ont compris que ça existait, ça leur fait un petit peu peur. Et les consignes, c'est surtout, vous leur répondez rien au téléphone, il ne faut pas leur parler. Mais ils savent qu'on est là. Mais ils voient qu'il ne se passe rien. Le seul truc qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui regardent sur YouTube. Par exemple, l'Algérie, là, quand on a commencé la projection, on était à 192 000 vues, là, on va arriver à 200. Donc nous, on essaie de les bousculer par le nombre, par le peuple qui va regarder. Mais eux, pour l'instant, ils font style, ils n'ont pas vu. Quoi. Mais par rapport aux diffusions, les magistrats ou tout ce qui est dans le cadre de la France, il n'y a aucune autorité qui voit... Nous, on essaye de voir avec Anticorps, qui possiblement, eux, ce qu'ils ont. Anticorps, c'est donc l'association anticorruption qui a les moyens de saisir un juge. On essaye de voir, mais après... La justice, elle dort en France. Il faut savoir qu'elle dépend en partie du gouvernement. Bon, voilà. Après, des associations comme Anticorps qui, eux, militent pour plus de justice, ils sont capables de s'en emparer. Nous, à chaque fois qu'on peut, on leur envoie les infos et tout, on essaie que ça monte. Mais là, Macron, il essaie de dire, il ne nous a pas vus. Pour l'instant, il ne nous a pas vus. Même ça, là, on commence vraiment à lui chatouiller un petit peu. Hein. On met en marche vers le cash. T'as vu 192 000. T'as pris de l'argent à Alger. Le premier qu'on a fait sur Colère, qui a fait quasiment 2 millions de vues, je peux vous assurer qu'ils l'ont vu. Moi, j'en suis sûr et certain. Et celui-là, je pense aussi qu'il y a une équipe, il y a quelqu'un à l'Élysée qui a regardé, qui a dû voir. À mon avis, ils ont dû se dire, ok, c'est bon. Ils n'ont pas la preuve formelle. Une preuve écrite ou un témoignage d'une des personnes qui a financé. On n'a pas le virement, mais aussi on nous a dit pourquoi tu n'as pas le virement, parce qu'il n'y a pas de virement. C'est de l'argent qui on pense que c'est des valises. Ils ne sont pas fous. Ils vont pas faire ça. Donc si c'est des valises, de toute façon, financement politique, regardez Sarkozy, ça fait 10 ans qu'on cherche. C'est difficile de trouver la preuve, même si moi je pense qu'il a été financé par un Kadhafi, et puis après il l'a bombardé. Mais l'Algérie c'est pareil, ils vont nous dire. Allez-y, voilà. Mais il y a quand même une preuve matérielle. C'est Alexandre Djouri qui dit dans le livre L'affairiste de Piel et
il leur dit, je lui ai donné 18 millions d'euros. Alors après, ça, on sait Nous, on pas. l'appelle, il confirme pas. Est-ce qu'il a pas dit une blague? On ne sait pas. Non, moi j'ai pas à le confirmer ou pas. Moi, ce que je C'est un trouve juge bizarre, d'instruction le qui doit président l'interroger. français- Le président français, il voit ce truc-là, c'est quand même des journalistes du monde, il bouge pas, il n'aurait. Moi, s'il y en a un, il me dit Rivoire, il a violé ma soeur, je ne vais pas le laisser dire ça. Macron, il dit rien. Oui, mais c'est toujours l'idée d'invisibiliser, en fait. C'est pas... Parce que le problème, c'est que si le pouvoir s'en saisit, forcément, les journalistes vont comprendre qu'il se passe quelque chose. Et donc, c'est l'effet stressant, comme on dit. Donc après, ça peut exploser. Mais le livre de l'affairiste n'a pas fait de bruit. Non. Le livre d'Endeveld, les 2 derniers livres, ils sont explosifs. Il fait 2-3 émissions, il passe jamais à la télé. Endeveld, C'est normal, parce que le Ça système fait est pas de verrouillé. bruit. Le système est verrouillé. C'est normal. Verrouillé, comme en Algérie. Ça, c'est sûr. Pas comme en Algérie. Vous avez... si. Mais non, mais en Algérie, en Algérie, ce qui est terrible, c'est que Avec les mêmes résultats. c'est pas, voilà, C'est pas- c'est-à-dire que c'est les mêmes, c'est à peu près la même censure, mais c'est pas les mêmes conséquences. En Algérie, demain votre chaîne de télé dérange, ils vous suppriment la chaîne. Je vous supprime avec. Voilà, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Moi, j'en connais des journalistes qui ont des problèmes, etc. Ça, en Algérie, je peux pas le faire. Je peux pas, impossible. Même si je diffuse par mon propre canal, etc. Je peux pas. Ou sinon, je vais ailleurs, je vais en France, par exemple, je m'exile. Et là, je peux faire mon travail, mais Ou si tu fais, tu peux être en danger. Et RT, Voilà. qu'est-ce que vous pensez alors le fait qu'ils aient fermé RT, c'est pas de la censure? moi après, de toute façon, tout ce qui est média, moi je vous donne mon point de vue. Bien sûr, la France n'a pas le droit de fermer comme ça RT, parce que, voilà, mais après, moi, une chaîne qui est financée par un gouvernement, ça m'intéresse pas, quoi que ça soit RT, Al Jazeera ou France Télé, voilà, Oui, sur le principe. Oui, sur le principe, c'est mauvais, ce qu'ils ont fait, bien sûr. Non, mais ça, on est d'accord, c'est de la censure. Mais comment ça se fait que l'Algérie, eux, ils arrivent à condamner leur homme politique et que nous, en France, on n'arrive pas à faire la même chose? Alors, c'est pas la même. En fait, il faut comprendre, comme j'explique dans le documentaire, ils n'ont pas condamné les hommes politiques. En fait, il y a eu un changement de clan. Il y a un clan le clan Bouteflika, en fait, a été déchu, est tombé. Et qu'est-ce qu'a fait Gaïd Salah? Il a dit, bah écoutez, moi je vais tous vous les envoyer en prison, ils vont plus nous faire chier, ces gens, en fait. C'est tout. Il a pris, en fait, tout le clan Bouteflika, tous ceux qui sont en prison, c'est que le clan Bouteflika. C'était donc 2 anciens premiers ministres. Les hommes d'affaires, donc Haddad et Kouninef, c'était les hommes d'affaires du clan Bouteflika, de Saïd Bouteflika. Je sais pas, mais aussi Tarkout. Enfin, vraiment, c'est plutôt, comment dire, une guerre entre clans. C'est pas... il avait pas envie d'une justice d'un pays avec moins de corruption, etc. C'est juste qu'il a pris des... Parce qu'il y en a qui, par exemple, la Mamra, qui était au gouvernement Bouteflika, donc qui accueille Macron en 2007, il faut savoir qu'il est au pouvoir, il est ministre algérien des Affaires étrangères en Algérie, je crois, depuis 2013. C'est une espèce de Le Drian, le mec. Lui, il n'a pas bougé parce qu'il est important pour le pouvoir algérien. Si vraiment il voulait envoyer toute la classe qui est corrompue en Algérie, par exemple, la Mamra serait allée, la preuve. Mamra, il accueille Macron, il dit il n'y a pas d'offrande à sens unique, etc. Et il est mouillé, quoi. C'est pas... Il y a des mafias qui veulent récupérer le pouvoir des guerres de... Non, mais l'Algérie, c'est un système qui est extrêmement complexe et je pense que c'est très compliqué de savoir. Et même les clans, en vrai, il n'y a pas un clan contre un autre. En fait, c'est tout le monde joue un jeu pour essayer au maximum d'avoir le plus de pouvoir. Aujourd'hui, on est incapable de dire... Il y en a qui vont vous dire que Tebboune, il est important, puis d'autres vont vous dire mais non, Tebboune, en fait, il dirige pas. Mais bon, franchement, honnêtement, c'est très difficile Avec des journalistes qui ont mal à faire leur boulot, parce que si les journalistes ils éclairent les citoyens et ce qui se passe et tout, ça va mieux, mais comme là-bas c'est le bordel, mais ici c'est pareil. Mais vu que vous le savez qu'il y a des financements, donc il y a forcément un traçage. Même si c'est pas un virement, mais il y a forcément... Non, moi je vais vous dire, il n'y a pas de... Non. Moi les informations que j'ai eues, qu'on m'a données, des sources proches du pouvoir, c'est que oui, il y a eu financement, mais c'était de l'argent liquide. Et donc il n'y a pas de preuves. Les seules preuves que vous aurez, c'est des témoignages en fait, des personnes qui ont potentiellement financé. Mais dans le documentaire, il dit, avant d'y aller en Algérie, il était à 5 millions et... Non, il n'était pas à 5 millions. Sur toute la campagne, en fait, il récolte 5 millions d'euros de dons. Et en fait, quand il va à Alger, il est dans une période où il vient réclamer de l'argent. À Alger, il va demander de l'argent. Hein. Il fait une soirée au Sofitel. Il demande aux expatriés ce que vous voulez. Enfin, il demande aux gens de donner. Et c'est vrai qu'au début de la campagne, il a que 5 millions et il va vivre pendant C'est pas 4 au début mois. de la campagne, il n'a que 5 millions. C'est toute la campagne, il récolte 5 millions de dons. Je crois qu'au moment où il va à Alger, il a récolté à peu près 3 et quelques millions, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il est à court d'argent. C'est vrai que c'est pas suffisant pour payer une campagne. Donc on pense qu'il a pris de l'argent ailleurs qu'il n'a pas déclaré. Voilà, parce par, qu'il a par pas exemple de comme prêt. ça. Quoi. Parce qu'il faut comprendre, en France, on vous donne un prêt bancaire selon la place que vous avez dans les sondages.
Oui. Voilà. C'est de 5%. Après, Macron, il peut dire que c'est pas vrai, mais nous, on lui dit d'où il vient l'argent liquide. Parce que même Benalla, il a reconnu je payais les mecs en liquide. Donc, Ok, il y en a d'accord. de l'argent liquide. Il y en Ça, a. c'est sûr. Eux, ils reconnaissent qu'il y a de l'argent liquide. Ok, donc ils ont pris des mecs sans les déclarer. Ok. Ils viennent Non, mais là, il dit que c'était de l'argent que lui sortait parce que c'était des avances qu'il Mais la Cour des comptes, ils sont pas censés justement poser cette question-là. Mais d'où ils sortent ces sous-là? Il y a des traces. Bah, nous, c'est pour ça qu'on fait ce travail. On espère que ça va réveiller les institutions en France. Mais il faut savoir que, franchement, ça dort beaucoup. Non, mais parce que moi, si je ne paye pas les impôts, on vient me chercher demain. Ah bah toi, oui. Puis moi, si je prends un radar de déchets de chez eux, on va pas les chercher tellement. Hein. C'est ça. Et parce qu'ils ont eu 5 ans quand même pour se réveiller. Oui, mais Les instances. qui nomme le ministre de la Justice? Oui. Là, c'est Oui, Macron qui décide ça. son gouvernement. Donc après, Et c'est pas que ça, aussi qui nomme le procureur, etc. C'est le gouvernement aussi, bien sûr. La justice, elle est pas indépendante en France. les toilettes, elles sont en fond. À gauche, en haut. En dessous. Non, tout de suite à gauche. À gauche. En fait, c'est très simple de savoir combien ils ont dépensé. Un meeting comme ça, un expert du métier, il va vous dire tout de suite, il faut 300 000 euros, 500 000 euros au minimum. D'abord, il y a des obligations légales, il faut tant de gardiens de sécurité, il y a la sono, enfin, c'est très simple à faire. Oui, mais en fait, nous, sur le meeting, c'est pas tout le meeting qu'ils ont financé. En fait, ils ont financé les équipes de sécurité avec de l'argent liquide. C'est ça, en fait. Et donc, il faut comprendre. Et il y a l'affichage aussi. Eh oui. L'affichage, tout l'affichage qu'ils font dans tout le territoire, c'est du black. Hein. Oui, bah je sais pas. Ah bah si, je le sais. Ça, on sait pas. Ah bah moi je le sais, c'est Marseille, les législatives, c'est tout comme ça. Vous rigolez ou quoi? C'est limité à 70 000 euros, ils font des 3-8 avec 3 fourgons et des équipes de 3 mecs qui affichent pendant 2-3 mois, 24 sur 24. Qui payent l'essence, les mecs, et on les voit tourner. On les connaît, on peut les filmer, prendre les matriculations du véhicule, donc c'est la blague du jour. J'ai fait une campagne aux législatives, les affiches, la colle, ça coûte un bras. Il y a les bidons, les balais, c'est énormément d'argent. Donc, et surtout, c'est les salaires. C'est les salaires. Moi j'ai affiché, mes affiches ne tenaient pas 5 minutes, entre les affiches de Zeribi et Gibraël, en 2012, 5 minutes. C'est-à-dire ma colle n'était pas sèche qu'on mettait sur ma colle leur affiche. Comment c'est possible? C'est-à-dire qu'il y a et les équipes, le 15-16, c'est énorme. Hein, en Marseille, c'est une grande ville. C'est un véhicule, il ne peut pas tenir une grande surface. Si, mais bon, il en faut plusieurs. Donc ça aussi, ça c'est très simple à faire. Un huissier vient, il constate, et il fait des photos, et on voit les dépassements du budget de l'élection qui est évident. Après, nous, on n'est pas juge. Oui, bien sûr. Mais l'action de Macron, c'est pas... Le journaliste qui faisait le travail, là, il y a tellement de milliardaires, ils ont pris le contrôle de tout. Aujourd'hui en France, les Échos, ils contrôlent tous les médias. Et Macron, le seul truc où il y avait des fois des enquêtes, c'est France Télévisions. Qu'est-ce qu'il dit Macron? Il va démanteler le service public. Parce que lui, il trouve que les milliardaires, c'est très bien. Donc, en fait, les milliardaires, ils le soutiennent. Bernard Arnault, il le soutient. Bolloré, il fait semblant qu'il discute, mais... Xavier Niel, Xavier Niel qui possède le monde. Ils ont pris le contrôle des grands médias. Donc, ils asservissent la population, ils vous font de la propagande, ils soutiennent Macron. Et nous, la seule façon de se défendre, c'est d'arrêter de regarder ces grands médias. Travail, c'est tout. Oui, mais nous, on ne peut pas le faire parce que nous, on se fait virer des grands médias. On est plus payés, nous, on est obligé de mendier. On s'appelle les médias mendiants, nous. Je pense pas qu'il faudrait arrêter de regarder les médias. Je pense qu'il faudrait trouver une autre alternative parce que même si nous, on arrête de regarder les médias, vous avez quand même des gens qui continuent à regarder les médias. C'est comme pour le vaccin. Moi, l'audimat de la télé, je m'en méfie quand même. L'audience des télés, je m'en méfie parce que faut savoir comment se calculer l'audience. On n'est jamais vraiment sûr. Oui, mais qui est là pour contrecarrer leurs calculs? Non, le truc, c'est que, regarde, il y a 20 ans, nous, on aurait voulu faire ça, on l'aurait diffusé où? Il y a 20 ans, il y a 25 ans, on l'aurait diffusé. Non, oui, bah, peut-être, mais je veux dire, on n'aurait pas eu de possibilité de contourner les télés. Aujourd'hui, quand même, regarde l'influence des réseaux sociaux, là, on est sur YouTube. Bon, il a fait un truc sur les gilets jaunes, on a montré de la violence policière, ils nous ont censuré sur YouTube, ils ont caché l'épisode. Mais les autres, franchement, pour l'instant, ça passe. Donc on est en train de les contourner, quoi, grâce à ce truc-là. Donc il y a quand même une façon de décadenasser. Là, les gens, ils peuvent le regarder, c'est gratuit. En plus, YouTube, c'est du monde entier. Les gens, ils regardent en Algérie. Hein. Parce que si tu passes un truc sur France 2, en Algérie, ça va être compliqué de le voir, c'est pas forcément évident. Là, YouTube, c'est bon, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Oui, c'est pour ça que je dis que, voilà, en France, quand même, on peut.
Il faut accepter de... On peut faire notre travail, c'est-à-dire que il faut accepter de rompre avec les médias des milliardaires, il faut accepter de gagner bien moins sa vie, il faut accepter de faire plein de choses, parce que là on a tout fait, hein, Macron algérien, moi et Jean-Baptiste, voilà, on filmait, on faisait des interviews, on a écrit, on a vraiment tout fait tout seul, quoi. On n'a pas de caméraman, on n'a pas eu de prod avec nous, voilà. On fabrique les chaises. Ouais, vraiment, quoi. L'interview d'Abdou, on l'a fait chez JB, parce qu'on n'a pas de studio. Vous voyez, vraiment, c'est fait avec des bouts de ficelle, mais on peut le faire. On peut. Par contre, il y a un sujet, moi, qui m'a pas convaincu, c'est l'histoire de l'échange, d'une reconnaissance du colonialisme comme crime, etc. Moi, je vois pas Ali Haddad, qui est une crapule de bas étage, je le vois pas faire un truc comme ça. En fait, Ali Haddad... D'ailleurs, je vois pas les services de renseignement faire ça. En fait, parce que le pays, excusez-moi, juste je finis, le pays, enfin, la misère est en train de crever. Les gens ont faim. Il y a des gens qui mangent de la viande qu'une fois par an pendant l'Aïd et encore, et la situation se dégrade. Enfin, la corruption est endémique. Et là, d'un coup, on a l'impression qu'il y a 2-3 bidules qui sont là, que c'est des patriotes. Ça me paraît surfait tout ça. En fait, parce que vous arrêtez. En fait, c'est ça le truc, c'est vous arrêtez au fait patriote, pas patriote. En fait, il faut savoir que Haddad et Kouninef, quand ils vont aider financièrement Emmanuel Macron, c'est sur ordre de Bouteflika. Bien sûr. De Saïd Bouteflika. C'est Saïd Bouteflika qui leur ordonne. Et donc c'est le pouvoir algérien qui a demandé que Macron dise crime contre l'humanité. Mais pourquoi le pouvoir algérien veut que Macron fasse cette déclaration? Pour dire derrière, regardez, il vient, Macron, on l'accueille et on lui fait dire crime contre l'humanité chez nous. Nous, le pouvoir algérien, on n'est pas assujetti à la France. Limite presque, c'est la France qui est assujettie à nous. Et Macron, derrière, il devient président de la République. Vous voyez, donc en fait, c'est le président, il est venu en Algérie, à l'époque où il n'était pas président, il vient, il fait une déclaration. Ils l'ont soumis. Voilà. Ils ont dit crime contre l'humanité, ils auraient pu demander n'importe quoi, c'est pour montrer qu'ils le tiennent. Mais le peuple algérien s'en fout. Non, mais ils s'en foutent, bien sûr. Mais complètement. On est d'accord. Mais même le pouvoir algérien, les Algériens, en soi, ça leur fait rien. Que Macron le reconnaisse ou pas, on s'en fout. Ils ont créé un rapport de force avec Macron. Voilà, tu veux être président, tu as besoin d'argent. C'est l'image, le symbole. On va t'aider, mais toi, tu vas nous montrer que tu vas être... comment dire, tu vas nous soutenir. Tu vas dire quelque chose qui va prouver que tu vas C'est le symbole. Il a dit crime contre l'humanité. Il aurait pu dire Bouteflika, il est très beau. Ils ont juste voulu qu'il dise un truc. Oui, avec le recul, ils peuvent dire c'est grâce à nous que Macron a été élu. En gros. Voilà, et puis une fois qu'ils lui ont donné de l'argent, ils le tiennent. Parce que Macron, qu'est-ce qu'il va dire sur l'Algérie? Si demain il dit quelque chose d'un peu trop dur, là il a essayé, ils vont lui dire tu te rappelles quand tu as donné de l'argent? Ils vont le carboniser. Ils le tiennent. Une fois qu'il a accepté de l'argent, il est corrompu, c'est terminé. Hein. Ils sont tranquilles à Alger. Et puis sur la déclaration, il faut bien comprendre, ce qu'on montre dans le documentaire, c'est ça qui est terrible. Moi je suis d'accord avec vous sur l'intérêt, mais il faut bien comprendre, tout le monde lui a dit de faire très attention. C'est-à-dire que Minière, qui l'accompagne, qui connaît bien l'Algérie, lui a dit surtout, il lui avait écrit ce qu'il devait dire, et il lui avait dit il faut dire ça. Xavier Driancourt, qui était ambassadeur, il lui a dit surtout faites très attention à ce que vous allez dire, etc. Toute la délégation l'avait prévenu sur cette interview, il faudra être très prudent. Donc la question qu'on se pose, c'est attendez, le mec, tout le monde lui dit de faire très attention, et le gars va te sortir une énormité comme ça. C'est ça. Et ça a plu à Alger, ça a plu cette déclaration, c'est normal, parce qu'il reconnaît les crimes de la France. Enfin. Mais c'est pas les Algériens qui vont voter dans 2 mois quand il fait cette déclaration, c'est les Français. Or les Français, il en a énervé une partie. Parce que les anciens de l'OAS, la droite française, ils sont énervés, vous avez vu Fillon. Donc Macron, il prend un grand risque politique quand il fait ça. Oui. Pourquoi il le fait? Peut-être qu'il voulait se mettre de côté les Franco-Algériens. Oui, mais les Franco-Algériens, c'est pas l'élection, ça ne fait pas gagner l'élection. C'est important, mais ça ne fait pas gagner l'élection. En fait, il faut bien comprendre, l'Algérie ramène Macron, le ramène. Il faut bien comprendre, quand il va en Algérie en février 2007, l'Algérie le fait venir, l'accueille, il est accueilli par les ministres, il est aussi accueilli par Céla, on n'a pas vu le passage, mais il est accueilli par le pouvoir algérien. Et en fait, c'est la symbolique qui cherche le pouvoir algérien derrière tout ça. Regardez, on accueille Macron, nous, le pouvoir algérien, nous l'accueillons et nous lui faisons dire, nous lui faisons reconnaître les crimes contre l'humanité que la France a commis. Et c'est ce que dit Macron en fait après derrière. Pourquoi derrière, quand il fait le passage au monde, il dit un système politico-militaire qui s'est construit sur une rampe mémorielle. Pourquoi il dit ça? Parce que quand ils l'ont poussé à dire crime contre l'humanité, il a bien compris que le pouvoir jouait de ça en fait, tout simplement. Ouais, mais je ne suis pas trop d'accord avec vous sur ce que vous dites. Il n'y a pas énormément de franco-algériens. Non, j'ai dit ça ne vous fait pas gagner l'élection. Ah, quand même, entre les pieds noirs, les harkis. Oui, mais de toute façon, les franco-algériens, généralement, les pieds noirs et les harkis, je pense pas qu'ils ont. Les pieds noirs et les harkis, voilà, justement, c'est ça. Comment?
Non, moi je parle moi je pense, j'ai dit ça vous fait pas gagner une élection, mais de toute façon, là ce qu'il a fait, c'est aller contre n'importe qui. Enfin, c'était contre. Il prenait un tiers des Franco-Algériens en fait. Ça a pu être apprécié par les Algériens qui voulaient que les crimes soient reconnus, mais d'un autre côté, ça a vexé tous les, comme tu dis, les pieds noirs, qui n'étaient pas contents. Donc c'est Oui, mais est-ce qu'il votait pour Macron à la base? Ah, peut-être. Est-ce que cet électorat votait pour Macron à la base? Bah, il a été élu. T'as raison, il s'est dit je vais vexer le Front National, ça ne me dérange pas, bien sûr. Moi, ouais. Enfin, en tout cas, nous, ce qu'on nous dit, c'est quand même qu'il y a eu du fric, quoi. On n'a pas l'impression qu'on est devenu une république bananière. Parlons sérieusement 30 secondes. Ça fait déjà longtemps. Ouais, moi, j'ai pas l'impression qu'on est devenu. Je pense que c'est ouais. toujours. En fait, Ah, d'accord, ok. Moi, j'ai l'impression qu'en France, on ose des trucs qu'on n'oserait pas en Afrique. Hein. C'est ça. Depuis 2-3 ans, ça s'accélère. Il y a des trucs qu'on n'oserait pas en Algérie, en Afrique, en général, qu'on fait en France tranquille. Mais encore une fois, si vous prenez les médias, normalement c'est le baromètre, c'est-à-dire la vérité, tout ça. Si vous cassez ce truc-là, s'il n'y a plus de point de repère, s'il n'y a plus de médias qui disent la vérité, ils vont se sentir tous les noirs. Vous allez voir, dans 5 ans, ça va être encore pire. Ils peuvent y aller. De toute façon, les milliardaires qui contrôlent la presse vont cacher ce qui se passe. Donc les mecs, ils n'ont plus de limite. Hein. Il y a un moment donné, ils vont faire des trucs tellement injustes, à mon avis, ils vont énerver la population. Ça va Il péter. faut bien comprendre qu'ils ne gagnent pas d'argent avec la presse. Hein, quand vous achetez un complexe, c'est pas pour gagner de l'argent. Un homme d'affaires, il n'achète pas pour gagner plein d'argent. Il l'achète pour son influence et contrôler l'information. C'est une danseuse. Voilà. Moi, demain, je suis Vincent Bolloré. Bah, j'achète tous les médias pour qu'ils n'enquêtent pas sur ce que je fais en Afrique. Et comme ça, je suis tranquille. Tout simplement. Hein. Et en même temps, je joue d'une influence auprès des politiques. Déjà, ils jouent d'une influence par l'argent, parce qu'ils ont la possibilité de financer les partis. Et en plus, ils jouent d'une influence sur la médiatisation qui est extrêmement importante. Si tu m'arranges pas mes contrats, je vais te critiquer dans mes médias. Ils ont peur, les politiques. Le pouvoir médiatique, c'est de loin le plus puissant. Bien sûr. Bah, vous avez une super série là-dessus. Les Américains, eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Ils vous le montrent. Vous avez une super série qui s'appelle Succession. Et voilà, démocratique en fait. Voilà, le patron qui tient la chaîne, qui est une espèce de Fox News en fait, à un moment il se met à critiquer le président l'appelle, pourquoi tu me critiques? Bah écoute, j'ai des problèmes avec la justice, si tu veux pas que je te critique, règle mes problèmes avec la justice. Et donc après le président, ils vont faire en sorte que la justice abandonne les poursuites en leur donnant juste une amende, et on voit le pouvoir des médias quoi. Mais donc on n'a rien de démocratique en fait. C'est pas que ça reste quand même. Après, on a le pouvoir de décider. C'est une démocratie malade. Décider de quoi? Parce que la justice est un peu bancale, les médias. Oui, mais si le peuple se réveille, si le peuple vote, voilà. Mais oui, mais après, c'est chacun voit. Ah bah ça, moi, vous savez, je suis pas révolutionnaire, je suis pas leader politique. Moi, je suis journaliste, je suis de la révolte. Ah oui, ça nous concerne tous. Non, mais c'est pas question de révolutionnaire, mais c'est quand vous voyez que les gilets jaunes, ils ont bougé à partir de 1,04 € le diesel. Et que là, c'est le double, 40, et qu'il n'y a personne qui bouge. Oui, mais pourquoi? Parce que les gilets jaunes, ils ont manifesté. En fait. Bah non, mais c'est ça le problème, c'est que les gilets jaunes, ils ont manifesté pendant un an, on leur a rien donné. Aujourd'hui, les mecs, moi, j'ai fait pas mal de manifestations de gilets jaunes. Enfin, au bout d'un moment, ça y est, ils sont blasés, quoi. Ils sont découragés. Et pourtant, ils en ont eu du courage. Il faut savoir qu'ils sortaient tous les samedis. Pour beaucoup, ils venaient de province, ils venaient le matin, le samedi matin, et ils passaient toute la journée à manifester, etc. Et ces gens-là, tellement ils n'avaient plus rien à perdre, quoi. Il fallait qu'on les entende, ils avaient besoin d'être entendus. Et bien ces gens-là, le pouvoir n'a pas pris la peine de les écouter, quoi. Donc aujourd'hui, demain, ils vont manifester, mais Macron ne va pas bouger. Il y en a beaucoup qui s'en sont rendus compte et qui le savent. Et en plus de ça, ils se prennent des gaz. Vous pouvez perdre votre œil, vous pouvez perdre votre main, vous pouvez être emprisonné sans raison. Voilà, on vous fouille, on ne vous laisse pas avoir vos affaires sur vous. Enfin voilà, c'est devenu un... Les manifs, en général, le pouvoir s'en fout. Moi, les manifs, c'est surtout pour aider à réveiller les gens, pour essayer par tous les moyens de transmettre des infos qui n'auront pas... Ça dépend, vous savez, si vous avez du monde en Algérie, enfin, sauf s'il y a du monde, oui, sauf s'il y a du monde. Ouais, mais c'était 13 millions sur 45 millions. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis, s'il y a du monde, ça bouge, quoi. Parce que Bouteflika, le clan Bouteflika a quand même essayé de se maintenir au pouvoir, sauf qu'à un moment, voilà, un vendredi, 2 vendredis, 3 vendredis, au bout du 10e vendredi, avec toujours des millions de personnes, ils ont... Soit tu tires dans la foule, soit tu tombes. Voilà, là, il n'a pas tiré, heureusement. Mais qu'est-ce que vous proposez, d'après vous, d'après votre vision? Je ne dis pas que c'est la meilleure ou c'est celle qu'il faut choisir, mais d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer la donne? Oui, partager les vidéos, en parler en masse. Ah oui, il faut ça. En masse, ça, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre? Parce que là, on voit que c'est réellement sclérosé. Après, moi, je ne suis pas politique, je suis journaliste, je n'ai pas des solutions. Mon propos, c'est de dire, regardez, Macron, il est allé en Algérie, il a possiblement été financé, voilà les témoignages qu'on a, voilà les faits qui sont, etc. Après, je ne vais pas donner des solutions, j'ai pas de
Voilà, la solution politique. Moi, j'ai quand même l'impression, aujourd'hui, tu as des chaînes de télé qui ont quand même beaucoup plus d'argent que nous. Des fois, je dis pas toujours, des fois, ils fabriquent franchement de la merde. Ils mettent ça sur Internet. Des fois. Toujours. Des fois. On peut discuter de la dose, mais ok. Ils mettent ça sur Internet. Franchement, regardez les scores. C'est-à-dire, quand ils font de la merde, Europe 1, ils mettent un truc, on s'en fout, ils ont été interviewés un politique, on n'en a rien à faire, c'est même pas le problème. Ils mettent ça sur Internet, des fois ils font 800 vues. Moi je suis content, franchement je suis content. L'autre il fait son truc, là il est à 195, ce soir il va être à 200 000, mais c'est pas grand chose. Mais le premier épisode que Yanis a fait, c'était donc, on a fait l'affaire Colère, le scandale qui menace Macron. C'est le bras droit du président, il est au cœur de l'État depuis 10 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il favorise discretos la compagnie maritime de son cousin italien, italo-suisse, machin, italo-suisse-israélien. Okay. Il leur fait gagner des milliards. Il leur fait gagner des mains, il leur donne des subventions avec l'argent de nos impôts. Hein. Il aide sa famille. Mais il a toujours dit, je les connais pas, c'est pas ma famille. En fait, c'est ta famille. C'est sa famille. Bon. Donc on a travaillé là-dessus, il a travaillé des mois. Ça passe avec un média indépendant qui s'appelle Blast, qui a déjà une grosse communauté sur YouTube. Il fait 1 900 000 vues. Il en est à 1 900 000. C'est beaucoup. On sait que les macronistes, ils l'ont vu. Parce que là, ça commence à les embêter quand même, 2 millions. Et un jour, Colère, il a dit, alors il ne parle pas à nous, hein, mais il a parlé dans le journal Libération, il dit, ça m'énerve quand on parle de ma famille. On t'a énervé, on a gagné. Voilà, on essaye de faire ça. Yanis, il a énervé. Bon, après, on attend le contrôle fiscal. De toute façon, il faut toujours faire le contraire de ce qu'ils veulent. Donc, ils veulent rendre invisible, il faut être visible, faire tout le contraire. Alors là, on a un petit espoir, c'est que le dernier épisode qui va arriver dans 15 jours, le dernier de la série, le 8e, au début, on s'intéressait un peu à la carrière de Macron, sa fortune, ses impôts et tout. On s'est aperçu qu'en fait, il a sûrement triché pas mal de choses. Et dès qu'il est à la télé, le seul moment où il est gêné, c'est quand on commence à lui dire t'as gagné combien chez Rothschild, tout ça. Là, il est très tendu. On lui dit mais tu dis que t'as rien, t'as un petit patrimoine comme si t'étais pauvre, mais t'as gagné plein d'argent. Donc où est-ce que t'as planqué l'argent et tout. Et là, tout d'un coup, c'est bizarre sur la télé, vous le regarderez. Tout d'un coup, il devient très nerveux, il commence à parler plus vite, il s'énerve et tout, il est tendu, machin. Et en fait, on pense qu'il est tendu parce qu'il a menti, en fait. Donc on va aller chercher lui et sa femme sur leur patrimoine. Ils ont probablement gagné, enfin lui, il a gagné de l'argent qu'il a probablement planqué à l'étranger. Donc là, il nous embête sur les impôts, les radars, les machins. On va l'habiller pour l'hiver, c'est dans 15 jours. Et là, on se dit, peut-être que là, il va plus pouvoir faire style j'ai pas vu. Parce que là, c'est vraiment... c'est chaud, quoi. C'est pire que ça. Hein. Mais est-ce que ces affaires peuvent empêcher sa réélection? Ça va être à 10 jours du premier tour. Moi, je vais te dire, je pense qu'il va se passer. Les grands médias, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire on n'a pas vu. Ils vont être gênés. Oui, ils vont avoir peur. Ils vont être gênés parce qu'il y a la guerre en Ukraine, il y a Zemmour et tout, ils ne veulent pas trop le déstabiliser. Donc ils vont vers ce qu'ils n'ont pas vu. Je pense que la population comme vous, là, les gens, ils vont regarder. À mon avis, plus encore que l'Algérie, j'espère. Et peut-être qu'après, s'il est réélu, il y a peut-être des journalistes qui vont travailler. Je pense que ça ne va pas tout changer l'histoire de France à 10 jours de l'élection. Mais on va quand même y aller. Après, on attend. Peut-être qu'il va venir nous chercher après. Ouais, de toute façon, maintenant, il ne faut plus attendre de reprise. En règle générale, la profession aujourd'hui fait très mal son travail. Elle est malade, hein, la profession. Nous, on est dégoûtés. Hein. Moi, je ne connais pas, franchement, je vous assure, je connais, en tout cas dans les journalistes j'en connais pas, qui travaillent dans les médias mainstream, j'en connais pas un qui est heureux. Qui est heureux. Qui est heureux de son travail, qui est heureux du travail qu'il fait vraiment. Ils souffrent. Hein. Ils souffrent, ils ont l'air d'être heureux. Ils se malaire, non, ils acceptent, il y en a qui acceptent. Non, mais vous avez les vedettes qui sont bien payées. Eux, ils sont bien payés. Ils sont très très bien payés. Et moi, j'ai plein d'amis, ils sont payés misère. Et en plus, ils travaillent à des heures pas possibles. Voilà, ils sont pigistes. Et en plus, on leur dit. Ils ont honte de ce qu'ils font, c'est voilà. ça. Encore. Au moins, lui, il n'est pas bien payé, mais il n'a pas honte de ce qu'il fait. Par exemple, j'étais encore. Non, mais je vous assure, moi, j'étais encore. C'était quand on a fait vendredi, il y avait un meeting. J'ai rencontré un ami qui était un journaliste à France 2. Il me dit, ça fait des mois qu'ils tannent France 2 et France Télé pour faire un truc sur Blanquer et sur l'éducation. En fait, comment Blanquer est en train de détruire l'éducation nationale. Il me dit, mais il y a un sujet, c'est incroyable. Et on va lui sortir que, alors, tu sais, l'école, ça fait pas d'audience. Et c'est ça. Voilà. Et il n'en peut plus parce qu'il voit devant ses yeux, il voit des choses se passer. Lui, il est journaliste, donc il a envie d'enquêter, il a envie de faire quelque chose. Et il dit on ne laisse pas parce que ça ne fait pas d'audience. Je lui ai dit, tu sais, l'excuse de ça ne fait pas d'audience, ça ne marche pas, c'est pas vrai. Il y a un exemple qui est frappant, qui est arrivé il y a récemment, c'est Complément d'enquête, voilà, qui a fait un super documentaire sur Mimi Marchand. Ils ont fait leur meilleur score en 10 ans. Depuis 11 ans, ouais. Depuis 11 ans, ils ont fait leur meilleur score. Alors qu'avant, on leur disait non, Mimi Marchand, c'est compliqué.
on va pas le faire, ça va pas marcher, c'est difficile à mettre C'est en une télé. patronne d'agence de photos qui fait toutes les images Voilà. de Brigitte et Emmanuel. Elle est au cœur de l'Elysée, c'est un voyou de première. On rentre en prison pour l'histoire de bizarre. La première fois qu'elle s'est fait attraper, Oui, il y a elle est 25 ans, en- elle était au volant d'une camionnette, il y avait 500 kilos de shit à l'arrivée, Ouais, avec son ouais, mari c'est braqueur ça. de banque. Et c'est elle maintenant qui est au cœur de l'Elysée, elle fait les images de Brigitte, elle retouche toutes les photos pour enlever les rides. C'est ça qu'ils ont mis au cœur de l'Elysée. Donc France 2, ils disaient oh, est-ce qu'on va le faire? Bon, au final, ils ont eu un peu de courage, ils l'ont fait, ils se sont dit genre, ça n'intéressera pas les gens, tu parles, c'est un cartonné. Les gens, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe au cœur de l'État. Ils veulent pas des sujets bidons sur des trucs pourris. quoi. Voilà. Mais ouais, moi, je vous le dis de toute façon, et l'avenir de toute façon va. Là, il faut comprendre, la télé aujourd'hui, elle est regardée que par les personnes âgées. Voilà, la moyenne d'âge c'est 60 ans, donc si les choses se passent plutôt normalement, Ils vont les tous mourir. générations qui vont arriver, C'est voilà, horrible. les générations qui vont arriver, normalement, elles vont se déconnecter de la télé et de ces médias, même les médias traditionnels. En fait, il y en a beaucoup qui sont dans un avenir proche, qui vont s'il n'y avait pas les milliardaires, de toute façon, il y en a beaucoup qui seraient aujourd'hui n'existeraient plus. Donc il faut aujourd'hui impulser un nouveau mode qui est déjà passé par exemple aux États-Unis avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec The Intercept, où ils ont des médias aussi, des chaînes YouTube avec The Young Turks, etc., où les mecs en fait ils ont déjà passé ce cap-là, et en France on va arriver à ce cap-là, et off, ça peut être une de ces, un de ces médias, voilà, comme l'a fait Mediapart 10 ans avant. Ils ont vu la presse écrite qui allait pas, et ils ont eu un temps d'avance, quoi. Ils ont dit à un moment, la presse écrite ça marche plus. Il y avait eux et Rue 89. Rue 89 a dit, ben non, nous on va pas faire de l'abonnement, on va se lancer gratuitement. Avec la pub. Parce que sur internet, les gens veulent pas payer, etc. Regardez, au final, Rue 89 n'existe quasiment plus. Et Mediapart, aujourd'hui, c'est un site qui a plus de 200 000 abonnés, qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 millions de bénéfices. Voilà, c'est. Ils viennent de s'installer dans un beau bâtiment, ils payent une mutuelle à leurs salariés, donc on a télévoir, on est en train de baver. Hein. Et là-bas, les journalistes sont très bien. Honnêtement, là, moi je les ai vus, ils sont franchement, ils sont des, comme tu l'as dit, super locaux, ils ont toutes les conditions qu'il faut, et en plus ils ont la liberté. Ils ont même du wifi, ils ont le droit de travailler. À Mediapart, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont heureux, quoi, heureux de travailler. Ouais, mais ils sont soumis quand même à la doxa. Hein. Ils ont censuré tout ce qui était covidisme, ils ont censuré Mukieli dans une tribune bloc Mediapart. Ils sont soumis à la doxa quand même. Hein. Après ça. Oui, peut-être, mais alors beaucoup moins qu'ailleurs, je peux te dire. Ah oui, beaucoup, je les suis de très près, mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'est complètement stupide. Personne n'est parfait. Aucun média ne sera jamais parfait, Ouais, mais disons que ça n'est par rapport à la pression sur la presse en France, on peut dire qu'ils ont créé un espace quand même. Attendez, quand même, à l'époque, quand ils sortent Cahuzac, on les traite de menteurs, quand ils sortent Kadhafi, on les traite de menteurs. Enfin, c'était les seuls à l'époque à enquêter sur le pouvoir politique. Et ce qu'il faut bien comprendre sur les médias aussi, c'est que c'est pas un média. En fait, c'est un écosystème. Tout le monde va s'influencer. C'est comme dans une bande de jeunes. Je vous donne un exemple. Mediapart, ils ont quelques abonnés, ils sont un peu repris et tout, mais en vérité, ils influencent les autres. C'est-à-dire que les autres, ils peuvent plus tout escamoter trop. Et nous, on s'est aperçu d'un truc, c'est que quand Yanis a fait l'affaire Colère en novembre, ça fait beaucoup de vues sur YouTube. Mais nous, on n'a eu pas de retour. On espérait que ça allait énerver Macron. À part que Colère a dit j'aime pas qu'on parle de ma famille, ça nous a fait rigoler, mais on ne sait pas ce que ça a fait. Et il y a 3 jours, on rencontre la patronne de l'association Anticorps, Elise Van Beneden, qui avait témoigné. Et dans le documentaire, on montre qu'en fait, l'association Anticorps a été écrasée par le gouvernement, on montre que c'est injuste et tout. Elle nous dit ah, mais je vous ai pas dit, après votre documentaire, il s'est passé quelque chose. Je dis ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, elle dit plein de journalistes nous ont appelés. Parce qu'ils avaient regardé votre truc, ils ont compris qu'on était des gens justes, et maintenant ils ont dit ok, on va faire un truc sur vous. Donc, même BFM, ils ont fait un 30 minutes sur elle. Bon, ils ne l'ont pas encore diffusé, mais ça veut dire que ça s'influence entre les médias. Donc, il y a aussi un gros problème dans la profession, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes fainéants qui attendent que le travail. Là, ils ont vu le documentaire sur Colère, on leur a mâché, enfin on a fait notre documentaire, ils ont vu qu'en fait ça tenait sur 52 minutes, on leur a expliqué l'histoire, ils ont compris, ils ont dit ah putain, mais en fait Colère il y a un sujet quoi. En fait, le mec, ils dorment. Ouais. Et nous, on est obligé de les réveiller avec 3 bouts de ficelle. C'est pas normal. Alors que eux, pour certains d'entre eux, ils ont l'argent de la redevance. 138 € par foyer fois 25 millions de Français. Vous vous rendez compte ce que ça fait comme argent? Mais en tant que citoyen, on n'a pas un droit de. Vous avez le droit de payer ou pas payer? Non, mais un droit oui, tu peux rien dire sur la télé publique. Non, on a des abrutis, on n'a pas un droit sur ça. T'as rien. C'est ça le problème, c'est que c'est pas démocratique. Le truc que tu peux faire, c'est dire moi j'ai pas de télé. Mais de toute façon, ils vont s'en mordre les doigts parce que moi mon analyse, c'est. Macron va les tuer. Hein. Moi, mon analyse, c'est pourquoi Macron se permet aujourd'hui de dire je vais supprimer la redevance télé. Parce qu'il sait très bien que les Français, en règle générale, ne vont pas être opposés à ça parce que, en fait, le problème, c'est quoi? Les Français ne vont pas être opposés au fait de ne pas payer la redevance télé. Pourquoi? Parce que ils sont en train de se dire, ils regardent France Télé aujourd'hui, ils se disent, mais attends, est-ce que ils font quoi avec les 135 €? Il est où le contre-pouvoir? Ils sont les médias, etc. Bah non, ils les suppriment. Bah moi je m'en fous, de toute façon je paye 135 € et les mecs qui faisaient pas le taf. C'est ça en fait le problème, c'est que France Télé, pendant des années, ils ont dormi,
de temps en temps, on fait quelques enquêtes, etc. Mais bon, mais Macron, s'ils avaient vraiment attaqué le pouvoir, ils avaient vraiment attaqué Macron, ils avaient en tout cas enquêté sur le système politique français, ils avaient fait leur taf vraiment de contre-pouvoir, Macron ne pourrait pas se permettre de dire je vais supprimer la redevance télé. Parce que déjà, d'une, il aurait peur qu'en disant ça, les journalistes vont y aller encore plus sur lui, et en plus, il sait que les Français auraient été opposés à cette mesure, parce que la télé, on se serait rendu compte du service public, de la télé du service public, comment elle était importante. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Ils ont fait sur France 5 un documentaire sur le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est 3 épisodes de 52 minutes, hagiographique, avec que des gens du pouvoir qui parlent. Enfin, allez m'expliquer, mais c'est terrible. Sur les Gilets jaunes, c'est Christophe Castaner. Ouais. Et vous n'avez pas eu de contact avec, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais Élise Lucet? Non mais Élise, moi je la connais pas, enfin je la connais. Voilà, après je ne sais pas ce qu'elle vaut. C'est une star, mais elle est sous pression à France Télé. Elle ne veut pas le dire parce qu'elle fait style. Elle fait style, oui, Delphine Ernotte est formidable, elle nous laisse notre totale liberté et tout, c'est pipeau. Là, elle a 6 émissions, ils veulent la réduire à 4. Moi, à l'époque. c'est voilà. Et en fait, nous, de temps en temps, il nous arrivait de sortir des trucs, mais on était pratiquement jamais repris. Puis un jour, on arrive à avoir la contre-autopsie sur l'affaire Zineb-Redouane. C'est nous qui la publions. Et là, les médias étaient obligés de la prendre. Je raconte un peu plus. Donc, vous connaissez ça à Marseille, mais elle est morte pendant le mouvement des Gilets jaunes parce qu'il y a un tir policier. Ah oui. Et après, tout de suite, oui, voilà, Zineb-Redouane, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais voilà. Donc, en gros, elle était assassinée, il y avait une manifestation des Gilets jaunes, plus ceux qui manifestaient contre le mal logement à Marseille. Et donc, il y a un CRS qui tire une grenade lacrymogène, qui pète en fait au niveau de la poitrine. Non, en fait, c'est une grenade MP7, c'est une grenade qui explose. En fait, c'est une espèce de truc comme ça. Il a quand même tiré dans sa direction. Voilà, il a tiré dans sa direction, et en fait, ça lui tourne sur la poitrine, et après, ça lui pète au visage. En fait, elle est morte derrière. Et ils vont dire qu'elle est morte des suites de ses antécédents médicaux, parce que voilà, elle était vieille, elle avait 80 ans. Ils disent qu'elle avait des problèmes cardiaques, etc. Et pendant plusieurs mois, ça a été ça, la ligne du pouvoir et la ligne de beaucoup de médias. Et ils n'ont jamais vraiment enquêté pour savoir de quoi était morte Zineb-Redouane, quoi. Et puis un jour, il y a le... T'arrives à contacter le fils? Voilà, moi j'étais en contact avec l'un de ses fils à Alger, et puis il m'envoie la contre-autopsie. En fait, les Algériens, ils ont conclu qu'elle était morte en fait à cause du tir policier. Et là, quand les médias arrivent face à l'évidence, là, ils sont obligés de vous reprendre et de dire oui, possible. Et même là, c'était possiblement morte du tir policier, quoi. C'est dingue, on peut se rendre compte. Le CRS, il a tué, il y a les images de vidéosurveillance, on le voit en train de tirer. La police, l'IGPN a demandé à ce qu'on identifie le mec. Le commandant de police a dit ben non, moi je vais pas vous l'identifier, ça va mettre à mal mes équipes. On lui a demandé est-ce qu'il envoie les cougars, parce que chaque cougar, chaque arme est numérotée, on sait à qui elle appartient. Il n'a pas voulu les envoyer, etc. Et ça n'a pas fait de bruit en France. Et les policiers sont rentrés dans son appartement. Ils ont nettoyé la scène. Ils ont enlevé les traces de grenade. Ils ont nettoyé la scène du crime en toute impunité. Ils ont planqué la grenade dans un camion de pompiers en se disant il ne va rien se passer. Comme ça a fait scandale quand même, il y a eu une enquête ouverte, ils ont retrouvé la grenade. Mais les mecs, ils maquillent les scènes. Et ils s'arrangent. Disclose aussi qui a fait un gros travail sur ça. Mais il y a les médecins légistes qui ont fait des faux. C'est encore pire. Il y a des médecins légistes français qui ont établi des faux. Mais Zineb-Redouane, c'est un scandale qui a été étouffé. Clairement, moi je vous dis, normalement, par exemple, on parle de... Et Macron, il continue pendant des mois à dire il n'y a pas eu de mort pendant les Gilets jaunes. Et Zineb, c'est l'oublié, voilà. Alors, et si la télé avait fait un temps soit peu son taf, peut-être qu'on aurait... Parce que les médias, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas qu'ils ont ce pouvoir-là, en fait, de faire émerger des affaires. Il y en a beaucoup qui attendent que l'affaire émerge et après ils se mettent dessus. Je vous donne un exemple, Michel Zecler. Michel Zecler, s'il n'y a pas la vidéo, etc., parce que l'affaire émerge, tout le monde s'en saisit. Donc là, bizarrement, tout le monde en parle, on commence à parler enfin de violence policière, etc. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. En fait, la vérité, c'est que quand même, très souvent, les policiers, ils vont mentir sur ce qui s'est passé. Dans les rapports officiels, ils mentent. Tant qu'il n'y a pas de vidéo, le pouvoir dit ok, c'est le policier qui a raison. Ce qui arrive souvent maintenant, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait une vidéo, et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que le policier, il a menti, et là, ça fait le problème. Moi, je voulais vous dire, on va prendre l'exemple de Zineb-Redouane, par exemple. Voilà, la théorie officielle, c'est qu'elle est morte de ses antécédents médicaux, ça a été diffusé dans les médias, et ça a été peut-être même rabâché par les chaînes de continu. Même si c'est contesté des semaines, voire des mois après. Les gens, c'est déjà ancré dans la tête des gens qu'elle est morte de cause naturelle, et même si l'enquête, elle fait demi-tour, et qu'elle prouve le contraire. Malheureusement, les gens, j'ai l'impression qu'ils vont rester sur cette image. C'est pour ça que la propagande, elle est dangereuse, bien sûr. Et c'est tout, à chaque fois qu'on accuse des gens à tort, et que, ouais, machin, à la télé, on voit
oui, un tel est accusé de, je sais pas, de viol, de je sais pas quoi, de fraude. Et donc ça s'inscrit dans la tête des gens, comme quoi c'est un criminel, c'est machin. Et même si après il est prouvé qu'il est innocent, les gens on dirait que c'est même inconscient, c'est resté dans leur tête que c'est un coupable, c'est un mauvais, c'est un méchant. Et même s'il est innocenté, eh ben, le mal est fait, c'est trop tard. C'est pour ça que c'est grave. Mais je vais vous donner juste un exemple. Au moment des émeutes en 2005, je ne sais pas si ça avait bougé à Marseille, mais ça fait un moment. Hein. Seule ville de France où il n'y a rien eu. Ok. Émeute de 2005, qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux jeunes à Clichy-sous-Bois, Ziad et Bouna, des gamins qui reviennent du foot. Il y a un habitant qui croit qu'il a vu des jeunes sur un chantier, il appelle la police, ça rentre en panique, la police elle arrive, pimpon, ils vont pourchasser les jeunes. Les jeunes ils se disent pourquoi ils nous pourchassent, ils vont nous coincer au commissariat, après mon père il va me frapper. Donc les gamins qu'est-ce qu'ils font? Ils courent, ils n'ont rien fait, juste ils courent parce qu'ils ne veulent pas se faire arrêter. Et ils vont se réfugier dans un transformateur électrique, la police encercle. Ils savent très bien que c'est très dangereux et au lieu de faire couper le courant par EDF et tout, ils font rien et les gamins ils vont se faire carboniser, ils meurent. Et il y a un troisième qui est présent, un jeune franco-turc qui va être témoin, lui il brûle grièvement mais il n'est pas mort. Et donc les deux jeunes ils meurent et le Turc qui ressort, il est très gravement blessé et il va dire au quartier qu'est-ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils ont été pourchassés par la police. Donc ça choque le quartier, normal, il y a deux jeunes qui sont morts. Qu'est-ce que va faire Sarkozy? Qu'est-ce qu'il peut faire dans ce cas-là? Lui, il ne sait pas, c'est pas lui qui a poursuivi les jeunes et tout. Bon. Il peut dire, ok, il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé, stop, on fait une enquête, on va sortir la vérité. Mais il ne fait pas ça, Sarkozy. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans toutes les télés, il dit, mes policiers ne pourchassaient pas les jeunes. Or, au quartier à Clichy, ils savent, parce que Sarko n'était pas là, mais eux, ils ont le témoin qui a dit, ils les ont pourchassés, etc. Donc il y a une grande colère à Clichy. Au bout de 3-4 jours que Sarkozy répète dans les 20 heures des mensonges, parce que Sarkozy, alors Sarkozy il ment. Les 20 heures relayent les mensonges de Sarkozy. Personne ne contre-enquête. C'est-à-dire que normalement, ils doivent aller sur place pour interroger les témoins. Ils ne vont pas juste répéter ce que dit Sarkozy. Les 20 heures, ils répètent juste ce que dit Sarkozy. Donc, ils disent à ces jeunes, personne ne vous a poursuivi, vous êtes morts, on ne sait même pas comment. C'est la foudre qui est tombée sur vous. Bon, il y a une colère dans la ville, ils commencent à tout brûler. Et juste parce qu'ils veulent que l'État français leur dise, vous n'êtes pas des animaux, on va faire une enquête, on a fait une bêtise, il y a eu quand même 2 morts. C'est juste une question de respect. Et comme il n'y a pas ce respect élémentaire, Clichy se met en feu, et toute la France se met en feu. Et ça dure 1 mois et demi. Donc, c'est ça qui est terrible. Là, on a un pouvoir politique qui est complètement fou, enfin irresponsable. Après, Sarkozy, il fait ça pourquoi? Il cherchait la bagarre avec les jeunes des quartiers depuis des mois. Il allait à Argenteuil, il les provoquait, le Karcher et tout. Il cherchait la bagarre devant les caméras. Pourquoi? Pour monter auprès de la droite française. Et d'ailleurs, après cette affaire des émeutes, il est monté dans les sondages, il est devenu président. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu cherches la bagarre avec les jeunes des quartiers, tu montes dans les sondages d'une partie de la population française. C'est ça qui est terrible. C'est compliqué. Hein. C'est un cynisme. Oui, c'est ça. Ben, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup.